Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce face-à-face RP Média. Pour une fois, c'est pas Mariam Kadia Kamara, donc MKC qui le présente, c'est Elijah Debla. Désolé, j'ai pas de perruque, je suis pas beau ou belle comme MKC, mais je vais essayer de donner du contenu à cette émission. Bonjour Sega Diarra. Bonjour. Dites-nous un peu ce que vous faites en matière de communication et tout. Alors, d'abord, je suis le secrétaire général d'une association qui s'appelle Génération Engagée. Mais indépendamment de cela, je suis très actif sur Internet. Donc, je tiens un journal d'information qui s'appelle maliactu.net. Autour de ce journal-là, je collabore avec une dizaine de collaborateurs. Et en même temps, je collabore aussi avec des journaux papier qui sont à Bamako et qui sortent, soit c'est des quotidiens ou des hebdomadaires. Et au-delà de cela, je suis très engagé et très actif au sein de la société civile malienne. Voilà. Très bien. T'as pas compté qu'il n'est plus à présenter, on l'a vu sur France 24, on le voit régulièrement aussi sur RP Média, tout comme Sega Diarra. Dites-nous aussi en parallèle ce que vous faites à côté. Moi, sur le plan associatif, je suis vice-président du collectif des Maliens de France pour la paix, une association qui s'est créée depuis 2012 après les attaques de l'État malien dans le nord par les groupes criminels qui ont commis des crimes de guerre. Cette association s'est mise en route depuis, on a organisé avec l'ensemble de la communauté malienne de France des manifestations, des lobbying, des rencontres, des meetings pour informer la communauté internationale sur ce qui se passe au Mali. Indépendamment de cela, je suis surtout très actif sur le plan associatif. Je suis aussi secrétaire en charge de la jeunesse de la région des Cailles en France. Et vous faites aussi de la politique, il ne faut pas l'oublier. Hein. Je suis militant du RPM, chargé des secrétaire adjoint aux affaires juridiques. Très bien, donc on est là aujourd'hui dans ce face-à-face politique pour parler de la fièvre Ebola, donc des dispositions de prévention prises par l'État malien face à ce virus-là, qui malheureusement a atteint des seuils phénoménaux à l'échelle africaine. Tu n'as pas compté quelles sont les précautions de prévention mises en place par l'État malien face à la fièvre Ebola? Oui, permettez-moi d'abord, avant de commencer, de compatir à la douleur de nos pays, des pays amis et frères qui sont frappés par ce fléau et de présenter mes condoléances à toutes les familles endeuillées par la maladie. Au niveau du Mali, depuis que cette pandémie a commencé, le gouvernement malien a surtout pris des mesures de prévention qui vont des installations des camps avancés au niveau de la frontière maliano-guinéenne et des dispositifs de prise en charge immédiate des cas suspects qui éventuellement viendront sur le territoire malien. À ce jour, bien avant qu'il y ait cet incident malheureux d'une petite fillette qui en est malheureusement décédée, il y a eu au moins plus d'une vingtaine de cas suspects qui ont été signalés sur le territoire malien et qui ont immédiatement été prises en charge par les services de santé maliennes, dont il faut vraiment saluer ici, de tous les personnels engagés sur ce terrain-là, qui prennent d'énormes risques pour leur propre santé, pour leur vie et la vie de leur famille, pour prendre en charge ces cas suspects qui peuvent se présenter au Mali. Au-delà de ça, quand il y a eu cet événement, immédiatement, je parle de l'arrivée de la fille contaminée, immédiatement les mesures ont été mises en place pour répertorier, identifier toutes les personnes susceptibles d'avoir été en contact avec cette fille. On a pu dénombrer plus d'une quarantaine de personnes qui ont été mises en quarantaine. Donc en gros, il y a ça, il y a aussi un autre volet qui est la recherche et pour cela il faut saluer le personnel du centre de recherche de maladies tropicales. On va en venir avant ça, je veux passer par Sega Diarra. Est-ce que vous estimez que les dispositifs dits mis en place par le pouvoir malien sont suffisamment ce qu'il faut faire pour faire face à cette fièvre-là d'Ebola? Merci beaucoup. Déjà, au niveau local,
Certes, il y a eu des mesures après l'apparition du cas zéro, donc du patient zéro. Mais ce que je peux dire, c'est que les mesures préventives n'ont concerné que les voies aériennes, alors que Ebola arrive par la route. Donc je me réfère à la question qu'un confrère de RFI a posée au président de la République, à savoir les contrôles thermiques au niveau des frontières. Donc il a bien précisé que ces contrôles sont effectués uniquement au niveau des aéroports, donc notamment au niveau de l'aéroport de Bamako-Sénou. Donc quand on lui a posé la question en ce qui concerne les frontières routières, il n'a pas répondu. Donc cela sous-entend bien qu'il n'y a pas de contrôle, donc il n'y a pas ce type d'équipement au niveau de ces entrées-là. Et quand bien même qu'à certains endroits de l'aéroport, par exemple, où on a reçu des témoignages, ce contrôle n'est pas correctement effectué. Et si tel était le cas, donc on a eu notre patient zéro qui quand même dénombre qu'il y a une faille dans le système. Et ce qui s'avère vraiment très critique, c'est que après l'apparition de ce premier patient, après l'apparition de ce premier cas, les services se sont montrés défaillants. D'abord, à commencer par le ministre même en charge de cette question, le ministre de la Santé. On l'a vu sur le plateau de l'ORTM, un ministre qui n'était même pas capable de communiquer le numéro vert mis en place pour que la population puisse s'informer. Et ça, c'est un fait très grave. Dans les pays responsables, cela doit pousser à la démission. Un ministre qui n'était pas sûr de ce qu'il disait. Et au-delà de la prise en charge de ce patient zéro, il y a une fille qui n'avait même pas les symptômes de cette fièvre à Badalabougou, à Bamako, qui est tombée parce qu'elle avait de la fièvre, tout simplement. On a vu que nos services, non seulement ne sont pas formés pour cette prise en charge, mais ne savent pas à qui s'adresser. Les parents ont appelé d'abord le CSCOM. Le CSCOM a refusé de recevoir la patiente parce qu'ils n'ont pas le matériel nécessaire, parce qu'ils n'ont pas reçu la formation nécessaire. Mais au lieu d'orienter cette patiente vers les services adéquats, on appelle les pompiers qui disent d'appeler la police. Donc là, vous voyez, finalement, il a fallu l'intervention du ministre pour qu'on puisse prendre en charge cette patiente et qu'on puisse se rendre compte qu'elle n'est pas atteinte de ce virus-là. Et quant au patient zéro qui malheureusement est décédé, son parcours relève d'une ambiguïté totale. On nous dit qu'elle a passé un séjour à Bamako et contrairement à ce qu'on dit, c'est que la famille d'accueil qui est à Bagadadi nous relève que la fille a passé que 8 heures avant de prendre l'autocar pour Kaye. Et au-delà de cela, aujourd'hui, nous, on a recueilli le témoignage de cette famille qui a été mise en quarantaine. Cette famille dit que les services de l'État ne rentraient pas dans la famille. Ils venaient au seuil de la porte, ils déposaient de la nourriture au seuil de la porte. Et aujourd'hui encore, cette famille est rejetée par le quartier. Donc ils ont été stigmatisés comme s'ils sont malades, comme s'ils ont Ebola. Et jusqu'à aujourd'hui, ils ne s'en sortent pas parce que le vieux dit que lui, il travaille, sa femme est commerçante dans le quartier. Ils vendent donc de la nourriture, ils vendent des galettes et personne ne veut acheter avec eux. Personne ne veut rien traiter avec eux parce que tout simplement, ce sont les services même de l'État qui se sont montrés méfiants vis-à-vis de ces patients-là. Donc pour en résumer, moi je pense qu'aujourd'hui, il y a une urgence parce que le Mali n'est pas encore déclaré avoir vaincu Ebola contrairement au Nigeria. Donc cela veut dire que les germes de la maladie persistent encore. Des spécialistes de l'OMS sont sur le terrain. Moi je pense que nos autorités, parce que c'est politique, on ne peut pas fermer nos frontières, ce qui est très compréhensible, doivent prendre des dispositions pour encore redoubler d'efforts, sensibiliser la population, mais aussi former beaucoup plus d'équipes et mettre les conditions idoines pour une prise en charge éventuelle de ces malades-là. Moi, je pense qu'il est encore temps pour qu'on puisse se ressaisir et corriger le tir. T'as pas compté, est-ce que vous êtes en phase avec ce récit de Sega Diarra? Non, mais les cas qu'il vient d'évoquer, ce sont des cas malheureux qui peuvent exister. Non, mais est-ce que vous êtes d'accord avec son récit? Non, son récit, il le fait sur des cas spécifiques. Est-ce que vous êtes d'accord avec le récit de Sega Diarra? Si tu veux m'obliger à dire oui ou non, je ne le ferai pas parce que la situation est suffisamment plus compliquée que cela. Il évoque un cas qui est un cas malheureux, certes, mais moi je pourrais donner un contre-exemple qui, dès l'instant qu'effectivement les centres de santé localement
ne sont pas formés à cette maladie-là. Non, mais Sega Diarra a dit, on va faire bref, hein. Sega Diarra a dit que le ministre s'est montré incapable à tous les égards par rapport, je termine, hein, le ministre de la Santé s'est montré incapable à tout égard par rapport au virus Ebola, il était en manque de formation. Vous imaginez un ministre qui n'est pas capable de donner le numéro vert. Un numéro vert, ça se décrète pas sur RP Média ou dans un SMS, c'est un processus institutionnel qui est mis en place pour informer les gens. Le ministre ne connaît pas le numéro vert. Et... Vous savez que si vous me posez la question sur mon propre numéro de téléphone, il peut m'arriver aujourd'hui. Non, non, mais si tu ne me laisses pas, voilà. Mais si Elijah Deblat n'est pas capable de donner l'adresse du site de RP Média, ça pose un problème. Il peut arriver à Elijah Deblat de se tromper en donnant ce numéro. Dans ce cas, il faut qu'il démissionne, que Mariam Sissoko prenne sa place. Si on se trompe pour une erreur sur un chiffre... Ce n'est pas une erreur, ce sont des vies humaines. En fait, si vous voulez, là où je veux vous emmener, est-ce qu'il n'y a pas un minimalisme? Est-ce qu'il n'y a pas un minimalisme au niveau du ministère de la Santé? En fait, on n'avait pas à attendre l'arrivée du virus au Mali pour prendre des dispositions. On n'a pas attendu jusqu'à l'arrivée du virus au Mali. Je viens de te dire qu'il y a eu plus d'une vingtaine de cas suspects qui ont été identifiés, qui ont été pris en charge, dont les analyses ont été faites et que ça a été prouvé qu'ils n'ont pas Ebola. Si on ne les avait pas pris en... Ça n'a pas été fait après l'apparition d'Ebola. C'était fait avant l'apparition d'Ebola. Maintenant, je veux revenir, si tu me permets, je veux revenir sur le cas de la ministre. La ministre, peut-être qu'elle peut se tromper sur un numéro. Et quoique Dieu sait que les numéros verts, souvent, sont un peu longs. Non, mais on ne va pas trouver d'excuses artificielles aux gens. Un ministre de la Santé doit savoir le numéro vert. Oui, mais ça, c'est ce que tu dis. Moi, je ne dis pas le contraire de cela, mais je dis que il peut arriver à des gens de se tromper, y compris les ministres, fût-il quand Sega dit que le président n'a pas répondu par rapport au contrôle terrestre, je peux dire que ces contrôles terrestres existent au niveau de la frontière de la Guinée. Et ça ne date pas... On va avancer. Est-ce qu'aujourd'hui le Mali a les éléments pour mettre effectivement un malade en quarantaine? Enfin, pas un malade, mais quelqu'un qu'on soupçonnerait, parce que la période d'incubation est de 3 semaines, donc 21 jours. Est-ce que le Mali dispose aujourd'hui de ce qu'il faut pour mettre en quarantaine les malades? Pas aller déposer de la nourriture devant leur porte, ça c'est pas une quarantaine, ça c'est une mise en prison. Si cela est avéré, je ne veux pas dire que c'est faux. Puisque je n'ai pas les informations, il faut être honnête aussi quand on discute sur un plateau, je n'ai pas l'information, mais si cela est avéré, c'est tout simplement inadmissible. Ça, c'est une réalité. Maintenant, on travaille, on dit tout ce qu'il faut. Il faudra vraiment que chacun s'y mette pour qu'il n'y ait pas de la panique, qu'on ne puisse pas se mettre à soupçonner tout le monde à tort et à travers. Certes, il faut prendre les précautions, mais il faut faire en sorte que la panique ne s'installe pas. Parce que si la panique s'installe, notamment ce qui vient d'être fait, si tout le quartier commence à se méfier d'une famille alors qu'il n'a pas été avéré que cette famille est atteinte, c'est quand même grave. Mais vous savez que il y a une chose toute simple pour vaincre ce mal-là, tu me permets, hein, il faudrait que le ministre aille visiter cette famille-là et manger avec eux, tout simplement. Il est de la responsabilité. Ça, je n'ai pas cet ordre à donner, mais je suis entièrement d'accord avec vous que si cet état de fait existe, la moindre des choses, c'est d'aller rendre visite et de prouver aux voisins que cette famille n'est pas une peste, qu'on ne doit pas en avoir peur. Vous savez que lorsque le premier cas, donc le patient 0 a été déclaré à Caille, donc la petite fille malheureusement décédée, perd son âme, vous savez qu'il y a des centaines de gens qui ont cherché des billets pour quitter Caille dans le même jour où il y a eu la déclaration. En fait, il y a eu une panique générale et les autorités, est-ce que vous avez vent des autorités qui ont eu les mots justes ou les comportements justes pour permettre aux gens de rester chez eux? Pire, je dirais pire, parce que déjà, dès l'apparition du patient 0, la première déclaration, les déclarations successives du ministre étaient vraiment que du pur mensonge, parce que d'abord, il a affirmé que la patiente a été une prise en charge précoce de la patiente augmente ses chances de survie, et ensuite, il avait avancé comme quoi la patiente a été prise en charge et que son état, sa vie n'était plus en danger, donc sa vie n'était plus engagée. Et ces affirmations qui étaient même contestées par des spécialistes de l'OMS qui étaient
était sur place. Et toutes ces informations erronées du ministre ont créé la psychose, parce que cela prouve que la situation n'était pas sous contrôle. Cela prouve que le gouvernement ne maîtrisait plus rien. Et en plus, le parcours de la fillette était très inquiétante, parce que prendre un autocar de Bamako jusqu'à Kayes dans une phase où elle était en phase de contagion, donc la possibilité de contaminer à une échelle assez importante est telle que les gens se méfient. Et jusqu'à présent, aujourd'hui, la psychose, elle existe dans la ville de Kayes, parce que la grand-mère est toujours en observation, qui a voyagé avec la fille. Donc on attend de savoir quel va être le résultat, mais aussi on a mis une cinquantaine de personnes en quarantaine, une quarantaine comme l'a dit Tapa, et ces personnes-là, dans un premier temps, est-ce que ce sont les seules personnes qui ont voyagé aussi avec la petite fille, parce qu'elle a pris un transport en commun au Mali, donc est-ce que ce sont les seules personnes qui étaient en contact avec elle? Mais au-delà de cela, est-ce que il n'y a pas eu d'autres cas de contamination possibles sur le trajet Guinée-Bamako. Donc tout ça, ce sont des questions qui restent à élucider et sur lesquelles les spécialistes travaillent là-dessus. Quant à l'isolement auquel vous avez parlé, c'est que le problème aujourd'hui, c'est que le gouvernement du Mali, heureusement qu'on a des partenaires qui sont là, notamment l'OMS qui nous assiste dans le cadre de la lutte contre cette maladie-là, mais on ne respecte pas du tout, le gouvernement du Mali, en tout cas pour ce premier cas, n'a pas du tout respecté les recommandations de l'OMS, parce que pour une mise en quarantaine, il faut isoler les personnes qui sont mises en quarantaine, parce que si vous mettez une vingtaine de personnes soupçonnées d'avoir une maladie dans une même pièce ou dans leur maison, il suffit qu'il y ait une personne qui soit contaminée pour que les autres aient la maladie. Donc l'OMS préconise qu'il faut séparer les personnes en observation, et il ne faut pas qu'il y ait de contact entre ces personnes-là aussi. Et ce qui n'est pas le cas, et je doute fort même s'il existe un centre au Mali adapté à cela à grande échelle. Tapa peut nous répondre, monsieur Tapa Conté, est-ce qu'au Mali il existe un endroit qu'on pourrait appeler un centre où effectivement ça a été fait spécialement pour faire face à la fièvre Ebola et de sorte à mettre en quarantaine les personnes soupçonnées de... Non, je pense qu'avec, à ma connaissance à cet instant-là, je n'ai pas l'information d'un endroit fixe pour dire que c'est un tel endroit où on utilise la mise en quarantaine. Ce qui m'amène à vous poser la question suivante. En quoi l'État malien a apporté des réponses de prévention? Parce que le minimum, le strict minimum pour faire face au virus Ebola, c'est la mise en quarantaine. Et donc, si vous me dites qu'à votre connaissance, il n'y en a pas, et je doute fort qu'il y en ait, en quoi consiste finalement les structures mises en place par l'État malien pour faire face à la fièvre Ebola? Les structures mises en place, Sega vient de le souligner, heureusement, il y a les partenaires, oui, il y a les partenaires. Non, mais je ne parlais pas des partenaires. Hein. La santé est un domaine régalien. C'est un domaine régalien. Je vais vous dire qu'il n'y a aucun pays au monde, et je vous mets au défi de me le prouver, aucun pays au monde n'arrive à maîtriser à 100% cette maladie-là. D'accord? Ça c'est le premier point. La preuve en est qu'il n'y a pas de médicaments à ce jour contre Ebola. D'accord? Si vous me posez la question, oui, les mesures de prévention, c'est quoi? Je dis avec la contribution de nos partenaires. Il y a les matériels, notamment de protection. Non, mais je refais ma question. Le Mali en tant que pays d'Ibrahim Boubacar Keïta, en quoi ils mettent en place des préventions contre la fièvre Ebola? La première des choses qu'il faut faire, ce qui a commencé il y a déjà bien longtemps, c'est de former d'abord. Les premiers à avoir en bénéficié, ce sont les personnels de santé de l'hôpital Point G. Là où tous les premiers cas suspects qui ont été repérés ont automatiquement été conduits vers là-bas pour d'abord les mettre en quarantaine dans cet hôpital et mettre en place les mesures d'examen nécessaires pour savoir s'il a la maladie ou pas. Il y a ce travail qui a été commencé. C'est en train sur le terrain d'être... qui a été commencé avant l'arrivée du cas zéro ou après? Avant l'arrivée, c'est ce que je viens de dire. C'est ça qui a permis de vérifier... Parce qu'il y a beaucoup de fiction dans vos plans. Non, mais ce n'est pas de fiction. Je te dis, si... Il n'y a pas de fiction. Ces vingtaines de cas avant l'arrivée du premier cas, des cas suspects avant l'arrivée du premier cas, existent bel et bien. Tout le monde en a pris connaissance.
Et il s'est avéré que... Ces gars, vous étiez au courant, moi non plus. Oui. Bah, vous n'étiez pas au courant, mais cela ne veut pas dire que... il y a même eu des on ne nous a tests pas envoyé de SMS ni de MMS. Il y a même eu des échantillons qui ont été envoyés jusqu'aux États-Unis pour se certifier que les trois premiers cas suspects qui ont été identifiés pour prouver qu'ils n'ont pas Ebola. Peut-être que c'est une information qui a circulé dans les sphères du RPM. Non, ce n'est pas dans les sphères du RPM. En tout cas, nous, ça ne nous est pas arrivé. Tous les médias internationaux en avaient parlé. Enfin bref, c'est Gadira, est-ce qu'on peut parler d'irresponsabilité au niveau de la grand-mère qui est partie en Guinée, donc dans un premier temps qui a quitté un village ou un quartier, qui a dû dire aux gens je vais en Guinée. Pourquoi je vais en Guinée récupérer mes petits-enfants? Pourquoi? Parce que leurs parents sont décédés de quoi? Du virus d'Ebola. Est-ce qu'on peut parler d'irresponsabilité de cette dame-là, de ses voisins dans son quartier ou dans sa ville? Et ensuite d'irresponsabilité au niveau du village où elle allait récupérer les enfants dont les parents sont décédés de la fièvre Ebola, qui n'ont pas alerté au niveau guinéen les autorités pour dire tenez, il y a une dame qui vient chercher des petits-enfants dont les parents sont morts, qui va traverser notre pays, ensuite aller au Mali. Et est-ce qu'on peut parler d'irresponsabilité au niveau des deux parties? La République du Mali a fait savoir qu'il y a une très part de responsabilité de cette grand-mère, qu'elle a été imprudente, si je veux utiliser le terme qu'il a utilisé. Donc il a dit que cette grand-mère a été imprudente parce qu'elle savait que l'enfant était malade, elle l'a emmené au Mali. Mais comme chez nous, les Bambara, on dit que ni fien ou la baby kundonde djoro. La grand-mère a sa petite fille qui est, enfin je vais le traduire, ça dit que quand il y a un ouragan, un grand vent, la préoccupation de tout un chacun, c'est ce que tu portes, ton fardeau que tu portes sur ta tête. Donc la grand-mère sait qu'en Guinée, elle a peu de chances de soigner sa fille. Elle n'a pas de moyens, n'a plus de soutien en Guinée. Ben, la seule alternative qui lui reste, c'est de venir au Mali où elle a la famille. Peu importe le risque à prendre, c'est d'aller chercher le bonheur. C'est ce que nos jeunes frères font tous les jours. Mais est-ce que vous pensez que cette grand-mère a été suffisamment informée du danger? Parce que je veux bien aller chercher ma petite fille, mais si je sais que je mets sa vie en danger, ma propre vie en danger, la vie des concitoyens, des gens qu'elle aime au Mali, est-ce que l'information parfaitement arrivé au niveau de toutes les couches de la population pour que cette grand-mère finalement se dise est-ce qu'il ne faut pas finalement alerter les autorités maliennes sur le fait que j'ai ma petite fille en Guinée? Est-ce qu'on peut m'apporter une assistance, une logistique? Déjà, elle n'a pas mis la vie de sa petite fille en danger parce que sa vie était déjà en danger. Mais au-delà de cela, c'est que cette grand-mère n'avait plus grand-chose à perdre. Je reviens là-dessus. On n'est pas dans le cadre on est strictement dans du pur social. Pour quiconque connaît le fonctionnement de nos États, la grand-mère n'avait aucune chance en pouvoir solliciter les autorités de recevoir un retour favorable à sa demande. Donc tout ce qui lui restait, c'est d'aller vers les siens, quitte à ce qu'elle leur disent que sa petite fille est malade, mais au moins sa petite fille aura de quoi se soigner. Et au-delà de cela, ce que je voulais quand même ajouter, c'est que les autorités maliennes, parce que aujourd'hui quand on parle d'épidémie, on parle de maladies au niveau national, au niveau international. Donc aujourd'hui, heureusement que les partenaires sont là, qui se substituent à nos États en fait pour vaincre cette maladie-là. On a entendu que l'OMS a fait venir 10 tonnes de matériel du Libéria parce que c'est le personnel de santé, les premiers exposés à cette maladie-là. Ils ont commencé des formations. Mais il y a une très forte responsabilité de nos gouvernants à informer la population sur comment se prévenir de cette maladie, et ne serait-ce que dans les gestes du quotidien. Donc s'ils peuvent vraiment, c'est un appel que je lance à travers RP Média. Donc s'ils peuvent vraiment redoubler d'efforts pour sensibiliser la population, pour sensibiliser davantage dans toutes les langues, que ce soit mais aussi à la télé, à la radio, à travers les communicateurs traditionnels, par tous les moyens, dans les petits villages, parce que la communication traditionnelle, l'ORTM n'est pas partout au Mali. Donc pour que les gens puissent adopter des gestes simples qui puissent leur sauver la vie, je pense que c'est tout ce qu'on attend d'eux, parce que pour la lutte contre cette maladie-là, on a déjà l'OMS, les grands partenaires qui sont là, qui vont faire le gros du travail en ce qui concerne la formation, la prise en charge des malades. T'as pas compté, est-ce que finalement c'est pas Dieu qui sauve le Mali, parce que comme on a l'habitude de l'entendre par notre président, Inch'Allah, finalement est-ce qu'il y avait 30 cas
d'Ebola au Mali, qu'est-ce qui serait arrivé avec la panique générale au ministère de la Santé, la panique générale dans tous les hôpitaux, chez les pompiers, chez les flics? Finalement, est-ce que ce n'est pas Dieu qui sauve le Mali, qui fait qu'il y a juste un cas positif? Quel serait le schéma au Mali s'il y avait 20, 30 cas, 10 cas à Bamako, 13 à Sikasso? Qu'est-ce qui serait arrivé? Les ministres binationaux allaient fuir. Vous avez des noms de ministres binationaux? Si on commence à caricaturer comme ça, je pense que... Ce n'est pas de la caricature. On a vu le même schéma au Libéria. On a vu le même Allez-y, schéma au Libéria. ces gars, on va laisser votre ami Tapa parler. Il ne faut pas énerver Tapa, ils sont au pouvoir. Il ne faut pas énerver Tapa, ils sont au pouvoir. Nous avons besoin d'aller en vacances. Avant d'arriver, c'est là, quand on arrive au niveau de la responsabilité de la grand-mère, je vais revenir là-dessus. Bon, il y a, comme on l'a dit, rapidement, je ne vais pas revenir là-dessus, il y a eu un peu d'imprudence. Mais soit, quand on regarde, comme ce qui vient d'être dit, qu'une petite fille dont les parents sont morts de cette maladie-là, je pense que j'imagine nos partenaires qui sont là, ce pays qui est déjà, il y a des autorités qui sont là, il y a des institutions internationales qui sont là autour de ça. Comment quelqu'un peut quitter au Mali pour aller récupérer une fille dans ces conditions-là sans qu'il y ait une alerte? C'est pour vous dire qu'aucun système n'est infaillible. Donc ça, c'est le premier point que je voulais souligner. Faut-il qu'il y ait un système déjà? Oui, mais il y en a. Celui qui ne veut pas voir ne verra pas de toute façon. Donc, c'est pour vous dire que quand on a du concret, on a un patient qui est rentré. Mais du concret, ce patient, le fait est que ce patient a été identifié. Il aurait pu... Ce patient, parce qu'il s'est rendu dans un centre de santé. S'il n'y avait rien sur place, ce patient aurait pu rester dans la nature. Et s'il y a... Non, c'est parce que sa grand-mère l'a amené dans le centre de soins. On va laisser Tapa parler. Moi, j'admire Tapa. Continue. Non, mais tu n'as pas à m'admirer. Je suis là pour être interrogé, mais permettez-moi au moins de placer deux mots, donc ne pas être interrompu à tout bout de champ. Donc on va répondre à ma question. Est-ce que c'est Dieu qui a sauvé le Mali ou c'est le système de prévention? Ça, je vous laisse la responsabilité de vos commentaires. Nous sommes un peuple croyant, je ne peux pas exclure... Donc Dieu a sauvé le Mali. Que Dieu ne sauve pas le Mali. Ce que je te dis, c'est qu'il y a des mesures qui sont en train d'être prises par le centre de recherche en maladies tropicaux de Banantoukro, dont il faut saluer. Il y a l'assistance de nos partenaires internationaux. Quand on parle de la responsabilité des autorités au niveau des CAI pour faire ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas la panique qui s'installe, nous avons tous vu le gouverneur de la région des CAI aller dans les centres de santé où cette petite fille a été prise en charge pour d'abord apporter son soutien au personnel de santé, pour lancer un appel à l'ensemble de la population des CAI de ne pas tomber dans la stigmatisation et dans la panique. Aujourd'hui, il y a un... Mais quand on voit le ministre ne pas savoir le numéro vert, effectivement, ça... si vous voulez rester même moi, sur ça, paniqué, dans ces cas-là, il n'y a plus de débat, on reste sur... Vous savez, la ministre s'est trompée sur où n'a pas pu communiquer le numéro vert. Non, mais est-ce qu'on a le droit de dire qu'un ministre n'est pas à la hauteur? Il y a des ministres incompétents. Ça, c'est ton droit, ça, c'est votre droit, vous pouvez le dire. Ça, moi, je ne peux pas vous empêcher de dire cela. C'est votre plein droit de le dire et de le penser d'ailleurs. Donc, moi, on va changer de thème rapidement parce que l'émission tire vers sa fin, je vais y arriver. Le président Ibeka a déclenché un périple dans les pays touchés par le virus Ebola après le cas malien. Est-ce qu'encore une fois, c'est pas le médecin après la mort? Parce qu'il a déjà un avion, il aurait pu aller bien avant. Pourquoi prendre son avion présidentiel à acheter entre 7 et 20 milliards pour faire le tour du monde après... Il était même en Belgique, à Bruxelles, pour la commémoration. Oui, je vous écoute. Non, mais je veux finir qu'on arrête de présenter parce que moi je pense que non. Moi je pense que ce sujet est suffisamment sérieux pour qu'on puisse... Nous sommes sérieux. Non, mais vous êtes sérieux, c'est pour ça qu'on vous invite ici. Non, moi je suis sérieux, mais ce n'est pas le cas de tout le monde autour de ce plateau-là. Hein. Je suis désolé aujourd'hui. Après, quand on est habillé comme un Burkinabé, comme Blaise Compaoré, on a tous les droits. Je reviens à vous. Est-ce que tu vas à la commémoration de la Deuxième Guerre mondiale à Bruxelles? Est-ce que les responsabilités, est-ce que Ibeka ne fait pas une erreur de placement du curseur quand il s'agit des vrais problèmes du Mali? Une fois de plus, ça c'est votre observation, c'est votre plein droit. Non, mais on veut savoir ce que vous en pensez. Le fait est qu'il est allé. C'est ça l'essentiel. À bord de son avion. Il pouvait ne pas y aller aussi. Que ce soit son avion ou je ne sais quoi d'autre, quel autre moyen de... Non, mais un avion, ça sert à voyager. Bien sûr, mais il a voyagé. Donc que ce soit sur son avion ou autre, je pense que cette remarque n'était pas nécessaire. Mais si vous avez jugé nécessaire de le mettre... Tous nos spectateurs ne savent pas que le Mali a acquis un avion présidentiel à coût variable. Et qui n'est pas au nord du Mali. Il a voyagé sur l'avion présidentiel de la République du Mali.
mais qui n'appartient pas à la République du Donc Mali. vous pensez que son voyage est opportun? Écoute, il est parti apporter son soutien en tant que chef d'État d'un pays ami et frère aux autorités de ces pays-là. Je pense qu'il n'y a pas... Aux autorités des pays touchés. Oui. Mais je ne comprends pas, en fait, lui, son pays vient d'être frappé par le virus. C'est qu'il n'est pas allé au moment, par exemple, un pays comme le Nigeria qui a vaincu le virus, il n'est pas allé au moment où le virus était, un pays comme le Libéria, un pays comme la Guinée, il attend que lui soit frappé pour fuir ses malades et ensuite aller dans ces pays. Dire qu'il a fui, il n'a pas fui son... Bon, on va changer de mot, on va changer de mot. Un responsable, un responsable reste à côté de ses malades, il va pas, on ne s'occupe pas des autres malades quand on a soi-même des malades. Écoutez, il y a des services de santé qui sont là, qui s'occupent de ça. Ce n'est pas Ibeka, il n'est pas médecin. Hein, c'est pas lui qui non, c'est le premier médecin du Mali. Mais il n'est pas, malgré le fait. Non, il est médecin, Ibeka est médecin. Ce n'est pas lui qui. Il est médecin, il est chauffeur de Dourouni, il est chauffeur de taxi, il est militaire, il est banquier. Non, ce n'est pas lui qui est chargé de faire des perfusions sur les malades au quotidien là. D'accord? Oui, mais ce que je ne comprends pas, Sega Diarra, peut-être que vous m'aiderez à comprendre. Comment un chef d'État peut quitter son pays qui est lourdement frappé par la fièvre Ebola pour aller dans un autre pays où il y a l'Ebola pour dire qu'on va le soutenir? Puisqu'il y a eu un cas qui est apparu au Mali, il ne faut plus rien faire. Est-ce qu'on peut parler d'irresponsabilité présidentielle? Tout le monde se fonce sur ce cas-là. Je pense que, non mais enfin, revenons quand même à des meilleurs sentiments. Je pense que les meilleurs sentiments ne nous ont jamais quittés. Elle est importante, la diplomatie. Elle est même très importante, la diplomatie, que ce soit au niveau sous-régional, au niveau international. Mais il faut quand même recentrer nos priorités parce que le Mali vit une situation très critique. On a le nord qui nous échappe, on a cette panique d'Ebola dans le sud. Il serait quand même plus intéressant que le président de la République et son gouvernement accentuent leur effort. Bien sûr, on s'est recroquevillé sur nous et nous sommes les seuls sur la planète Terre. Au lieu quand même d'aller par-ci par-là, par exemple, le voyage en Belgique était inutile. Et Dieu seul sait combien ça va coûter au trésor malien. Ouais. Donc, ça, c'est ton point de vue. C'est la commémoration d'une... Peut-être avec surfacturation. Parce qu'aujourd'hui, on nous a sorti la République des suspicions, je ne le partage pas. Bon, je crois qu'on va laisser les gens parler un à un, parce que sinon, c'est ce qu'on appelle en langue française la cacophonie. Oui, malheureusement, Sega termine et puis... je ne suis pas à la source de cette cacophonie. Sega termine et puis on vient à vous. Allez-y, Sega, 30 secondes. Donc, voilà. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même limiter les dégâts. Il faut respecter le président Ibeka. Il faut recentrer les priorités. Il faut aller vers l'avant dans la prévention, je reviens là-dessus, contre cette maladie-là, l'Ebola, mais aussi dans la sensibilisation. C'est très important. Il faut que les médecins soient sensibilisés, que les pompiers soient sensibilisés, que la population paniquée puisse avoir un point d'accès, parce qu'aujourd'hui c'est ça, il n'y a pas de guichet. On a mis en place un numéro qui, voilà, je ne sais pas s'il fonctionne, mais il faut essayer. En tout cas, vous l'avez essayé, vous? Il faut essayer. Moi, je ne vais pas essayer. Si on met un numéro en place, tu doutes de la fiabilité de ce numéro-là. Aujourd'hui, il faut l'essayer. Il y a quand même urgence que les autorités prennent ce problème-là à bras-le-corps. Parce qu'on a vu le cas comme au Libéria, ça serait que Dieu nous en garde, mais ça va être exactement le même scénario. Sega, pour terminer, est-ce que vous pensez que c'est Dieu qui sauve le Mali ou c'est le système de prévention défini par Tapa Conté qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a qu'un seul cas? Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas le système de prévention qui nous sauve. Dieu nous sauve certainement, oui. Mais jusqu'à quand Dieu va continuer à nous sauver, c'est là toute la question. Donc il est vraiment temps qu'on se mette au travail. Mais le travail est en train d'être fait. T'as pas compté. Sega Diarra a lancé un message de prévention en 20 secondes. En 20 secondes, lancez votre message et on va clore cette... Mon message, c'est de tomber dans la panique. Il faut que pour toi qui as 6000 km de... Non, mais on va laisser Tapa terminer. Ils sont au pouvoir, je préviens. Vous savez, si vous pensez que ce problème, parce que je suis à 6000 km, ne me concernait pas, il ne fallait pas m'inviter pour en parler. C'est moi qui vous ai invité. Non, mais c'est moi qui vous ai invité. Et je tiens à vous inviter dimanche prochain. Je suis à 6000 km comme toi. Tu n'as pas de légitimité d'en parler plus que moi. Distillez votre message. Tu n'es pas plus compatible à la douleur de ceux qui subissent cette situation plus que moi. D'accord? Le message que j'ai à passer... Moi, je parle... On va laisser Tapa lancer son message de prévention. C'est très important. Je parle au nom des gens qui n'ont pas d'avion pour quitter le Mali en cas d'épidémie avérée. Ça, on a entendu. Tapa Conté, votre message au peuple de Bafoullabé, au peuple de Bla, au peuple de tout le Mali. Non, mais moi, il faut appeler tout un chacun d'abord à la responsabilité, parce qu'il n'y a pas de système infaillible.
Aujourd'hui, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire, il y a quand même des centres d'expérimentation, même des vaccins aujourd'hui, comme je disais sur Banantoukro, qui sont en cours. On a l'appui de nos partenaires techniques, notamment l'OMS qui est là, qui a mis en disposition du Mali des outils pour pouvoir d'abord détecter la maladie, pour protéger le personnel de santé et pour essayer de faire en sorte qu'on puisse prendre en charge en cas d'épidémie au Mali. Je dis une fois de plus, n'entrons pas dans la panique ni dans la stigmatisation. Et soyons tous vigilants. Parce que nous connaissons entre le Mali et Dieu sait, la réalité, il y a un autre facteur géographique qui protège jusque-là le Mali. C'est-à-dire que le foyer de tension de la Guinée n'est pas à proximité immédiate de la frontière du Mali. C'est de l'autre côté de la Guinée, ce qui fait aussi, ça fait rentrer des facteurs qui font que... Oui, c'est ça, c'est même un facteur positif pour Sébeningro, parce que Sébeningro, c'est l'un des endroits les plus proches de Guinée. Hein. Qu'est-ce qu'il y a à Sébeningro? Vous savez quand même que ces maladies ont pu se transporter jusqu'aux États-Unis. Oui, mais je dis quand même que Sébeningro n'est pas loin de la frontière guinéenne. Je dis seulement que soyons tous vigilants, parce que dès qu'il y a des cas qui sont là, ne tombons pas dans la panique. Et beau message de sensibilisation, donc nous allons clore cette émission, mais avant, je vous dis, RP Média a été primé par les 2G Awards, meilleur média 2014 de la diaspora française. Et c'est grâce à mes gladiateurs en costard, Mariam Sissoko, Mariam Kadia Kamara, Fatoumata, Soukouna, Babadem, tous mes chroniqueurs, je ne pourrais pas citer les noms, sinon je vais me faire tirer les oreilles. Moussa Ouagé, à nos 7000 visiteurs du site RP Média, à nos followers sur Twitter, à nos abonnés sur YouTube, au peuple malien, au peuple africain, et voilà, t'as pas, vite fait. Non, mais c'est pour vous féliciter pour votre trophée, et que vous méritez bien d'ailleurs, et vous encourager sur la voie que vous avez tracée. Et je ne saurais finir sans lancer un salut fraternel à mes camarades, les amis du peuple burkinabé, qui ont fait acte de courage et de bravoure ces derniers temps.